il m'a été demandé de présenter l'histoire de la génétique dans toute son étendue chronologique. C'est une tâche quasi impossible. Je me concentrerai délibérément sur les aspects fondamentaux. C'est peut-être une erreur, car les aspects pratiques, l'agronomie, la médecine, ont joué un très grand rôle, tant dans les origines qu'aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire un mot du mot même de génétique, qui est par lui-même une anomalie ou au moins une énigme. Il s'agit d'un terme très courant en grec dont l'adjectif, un adjectif qui signifie, qui a trait à la genèse, qui porte sur la génération. Or, comme vous savez, la génétique, en tant que science biologique, a choisi justement de ne pas s'occuper, dans une grande partie de son histoire, du développement et de la genèse, mais uniquement de la transmission de traits relativement stables. Donc cet adjectif génétique est extrêmement courant dans la langue savante classique depuis des siècles et dans toutes les disciplines. Le substantif « la génétique » est beaucoup plus rare, mais il a existé dès le XIXe siècle dans d'autres domaines que la biologie, par exemple en psychologie, où on a souvent dit la génétique pour la génétique du développement. Le sens moderne qui nous intéresse, c'est évidemment celui de la génétique comme science biologique. L'introduction de ce nom, c'est une petite anecdote, est due au biologiste anglais William Bateson, qui était dans les années 1900 sans doute le plus influent des Mendéliens au monde. En 1905, on lui a proposé, au moment où il était question de créer une chaire pour lui à Cambridge, et qui portait justement sur sa compétence de mendélien, disons, il déclare dans une lettre, qu'il aimerait que cette chaire soit intitulée chaire de génétique. On n'a jamais très bien su exactement pourquoi. En fait, la chaire a été dénommée chaire de biologie. Alors, vous voyez une caricature à gauche que je ne commande pas, un Bateson jeune et un Bateson vieux en compagnie d'un très grand généticien russe, Vavilov, qui avait visité auparavant plusieurs fois Bateson en Grande-Bretagne. En fait, le mot génétique s'est trouvé consacré non pas par la chaire de Bateson, mais au 3e congrès international sur l'hybridation des plantes, 1906. Et Bateson a insisté pour qu'on le publiât sous le nom Third International Conference on Genetics, c'est-à-dire 3e congrès international de génétique. Ce qui a été fait d'ailleurs, le titre officiel dans la publication c'est une petite erreur de 1907, est bien celui-là. Donc on peut dire que d'un point de vue lexical, le mot est consacré en 1906. Ce qui me mène à une seconde question, une seconde énigme, c'est le rapport entre Mendel et la génétique mendélienne ou le mendélisme, comme on dit quelquefois. On peut se demander quand la génétique est née. Doit-on faire commencer les choses avec le mémoire de Mendel, dont Georges Pelletier nous a montré la première page tout à l'heure, donc 1865, mais en fait sorti en version papier en 1866. Doit-on la faire commencer en 1900 avec la redécouverte simultanée des lois de Mendel par 3 biologistes hollandais, allemands et autrichiens? C'est d'ailleurs en français qu'a été publiée la première note de De Vries et par l'Académie des sciences. Doit-on dire que ce serait plutôt la publication par Bateson d'un livre au titre explicite, une défense des principes de Mendel, des principes de l'hérédité de Mendel, ou 1906, le fameux congrès que je viens de citer, ce serait donc une naissance plus institutionnelle, ou encore dire qu'au fond, ça ne commence vraiment qu'en 1909, lorsque le botaniste danois Wilhelm Johansen a introduit les mots de gène, génotype et phénotype. Alors, je voudrais remarquer ici, puisqu'on l'a dit,
je suis un philosophe et historien des sciences. En histoire des sciences, il n'y a quasiment jamais de réponse aux questions d'origine, lorsqu'elles portent non pas sur des événements datables, par exemple la date de naissance de Mendel, mais sur des concepts ou des propositions théoriques. Le concept d'origine, comme l'avait remarqué Georges Canguilhem, est un concept qui ne s'applique toujours que de manière floue et qui est toujours un petit peu douteux. Néanmoins, je vais me livrer à l'exercice. Alors, 1865, le mémoire de Mendel, est-ce le départ de la génétique? Alors, je réponds franchement non, et pourtant, je dis que le mémoire a sans doute été l'événement le plus important de toute l'histoire de la génétique. Ça, en fait, Mendel ne visait pas des lois générales de l'hérédité, le mot n'est pas dans son texte, alors c'est pas que la notion n'existe pas, mais ce n'est pas son problème. Il visait une loi, pas plusieurs, rendant compte des phénomènes d'hybridation entre variétés végétales. Il pensait d'ailleurs que sa loi de développement des hybrides, celle qu'il présente dans le mémoire, ne reflétait que certains phénomènes d'hybridation. Il pensait que dans la majorité des cas, c'était une loi différente qui prédominait. C'est un sujet d'histoire des sciences très, très, très délicat. Néanmoins, il reste que ce mémoire est une exceptionnelle leçon de méthodologie. Il y a quelques années, avec mon collègue et ami généticien Jean Deutsch, devant des étudiants, nous avons passé plusieurs semaines à commenter ligne à ligne ce mémoire en nous disant « ce serait aujourd'hui, à part les conclusions terminales qui sont un peu contextuelles et datées, ce mémoire est irréprochable et c'est bien ce qui conviendrait d'enseigner d'abord à des étudiants de génétique. » Tout tient là-dedans, dans la méthode, la phénoménologie, la manière d'expliquer les phénomènes tels qu'ils se présentent. Bon. En dépit du symbolisme qu'a utilisé Mendel, on ne trouve pas chez lui une idée mendélienne capitale. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse faire démarrer l'histoire de la génétique avec lui, même si dans les origines, il a un rôle crucial. Cette idée, qui a été beaucoup discutée par des exégètes attentifs du texte, cette idée qui manque chez Mendel, c'est qu'un facteur héréditaire existe en 2 exemplaires et seulement 2 dans une cellule. Alors, c'est une question difficile que je vais illustrer par des dessins que propose Mendel, parce qu'à la fin de son mémoire, lorsqu'il explique sa loi d'hybridation, il cherche à l'expliquer en remontant aux gamètes, et il présente ce schéma où vous dites « mais ça, c'est exactement ce qu'on pense aujourd'hui. Vous avez des cellules polliniques de type grand A ou petit a, voilà, qui vont ensuite donc se croiser entre elles. Bon, donc cette formule aussi, je reproduis là un graphisme du texte allemand, nous conduirait à dire, mais au fond, c'est exactement la génétique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si on croise grand A petit a avec grand A petit a, voilà ce qu'on va obtenir en termes d'allèles. Alors, où est le problème? En fait, il y a cette formule qui est aussi écrite par Mendel et qui est problématique, elle, parce que quelques lignes après avoir écrit la formule à droite, en haut, il écrit celle-ci, où il écrit égale grand A plus 2A grand A petit a plus A, ce qui est assez curieux parce que je dirais qu'aujourd'hui, si on parlait en termes de phénotype, on dirait 3 grand A plus petit a, et pour les génotypes, on dirait grand A plus 2 grand A plus A petit a. Et en fait, ce qui se passe justement ici, c'est que Mendel n'a pas l'idée de 2 facteurs, je dirais presque matériels. Mendel pensait que les sous-basements de sa loi d'hybridation étaient des choses, je ne dis pas des particules, mais enfin des choses matériellement définies. C'est que justement, il n'y a pas l'idée que dans chaque cellule, et en particulier dans le zygote, il y aurait un caractère héréditaire qui serait présent sous 2 formes, qu'on aurait appelées à l'époque des germes, voilà, grand A ou petit a. Il n'y a pas cette idée que chaque cellule donc, contient exactement 2 exemplaires d'un certain trait, ces 2 exemplaires pouvant être identiques
ou différents. Il pense en termes de type, et lorsqu'on regarde bien le texte, en fait, on se rend compte que ce qu'il entend par grand A et petit a, c'est des éléments matériels qui peuvent être en très grand nombre. C'est simplement des types. Il n'y a pas de considération ici quantitative dans un texte qui est par ailleurs très quantitatif. Je quitte ce problème historiographique un petit peu difficile. Donc, si Mendel a joué un très grand rôle dans les origines lointaines de la génétique, ne pourrait-on pas situer le démarrage de la génétique à 1900 lorsque ce qu'on a appelé à ce moment-là les lois de Mendel? Alors, aujourd'hui, on dirait qu'il y en a deux. Ces auteurs-là disaient qu'il y en avait trois. La loi de pureté des gamètes, la loi de réassortiment, et puis on disait aussi la loi de dominance, donc il n'en est pas vraiment une. Bon, alors ces trois auteurs, donc ces trois botanistes, en fait, redécouvrent en 1900 les lois de Mendel, problème aussi qui a été creusé pendant des décennies, presque par les historiens des sciences, et qui a conduit à dire qu'en fait, personne n'a vraiment rien redécouvert. Les manuscrits de Hugo de Vries montrent que, en fait, ces très beaux travaux dans les années 97 à 1900, eh bien, ont reposé sur sa connaissance du mémoire de Mendel, alors qu'il ne le citait pas dans la première note qu'il a publiée. Ce qui a été très vite repéré par Karl Korrens. Bon. Donc, au fond, il n'y a pas eu réellement redécouverte, mais s'il y a eu des redécouvertes, c'est redécouverte d'un très grand texte. Il est quasiment certain que ces auteurs ne seraient pas parvenus à leurs résultats sur la base de leur recherche expérimentale s'ils n'avaient pas eu tous les trois en main le mémoire de Mendel. Alors, donc, il est difficilement acceptable de faire remonter la naissance de la génétique à ces trois auteurs. Alors d'abord, comme Mendel, il ne parle pas de loi générale de l'hérédité, il parle simplement de loi de l'hybridation végétale. Bon. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que tous les trois, dans leur carrière, surtout les deux premiers, pas le troisième, mais il n'était pas très brillant, c'est la manière dont ils se sont très très vite démarqués du mendélisme lorsqu'il s'est mis en place à partir de 1901-1902, estimant que c'était quelque chose de tout à fait marginal pour la compréhension de l'hérédité. Quant à Tschermak, je le dis, c'était une thèse, thèse. Il n'avait tout simplement pas compris la première loi, et lui cite Mendel, l'a lu, et il ne la comprend pas, en partie. Il ne comprend pas la première loi de Mendel, ce qui est assez grave. Par la suite, ça a été un très bon professeur de génétique, il n'y a aucun doute. Bon, alors, 1902. Alors, il y a trois dates importantes, et si je devais me prononcer sur cette question dont je dis qu'elle est insoluble, c'est à savoir quand a commencé la génétique en tant que discipline conceptuelle. On pourrait dire 1902, donc le livre de Bateson. Alors, ce qu'on remarque dedans, c'est que c'est lui qui introduit les termes de mendélien, mendélisme, le terme d'allèle, les termes homozygote, hétérozygote, un certain nombre de mots caractéristiques de la génétique. Et donc, et aussi l'idée capitale que chaque facteur mendélien existe en 2 exemplaires dans chaque cellule de l'organisme. Alors, 1900, on pourrait dire 1906, on pourrait dire, voilà, c'est trop conceptuel, ça. Alors, pourquoi pas une date institutionnelle? Bon, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Voici la première page du fameux, des fameux proceedings, des comptes rendus du 3e congrès d'hybridation végétale qui devient 3e congrès mondial international de génétique, 1906. Mais on pourrait aussi dire que 1909, au terme donc d'une dizaine d'années de discussion de Mendel, l'introduction extrêmement claire et sur une base méthodologique très 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 forte, une base statistique, l'introduction des termes gène, génotype, phénotype par Johansson, c'est aussi quelque chose de très important. Bon, alors j'en conclus qu'au fond, si on veut faire naître la génétique à un certain moment, ce n'est pas à une année précise, mais c'est dans la période 1901-1909, qui est l'âge d'or de la génétique mendélienne. Car à partir de 1910 et surtout 1915, il n'y aura plus de génétique mendélienne pure, il y aura une génétique mendélienne plus fusionnée avec ce qu'on appelait alors la théorie chromosomique de l'hérédité, qui en était une rivale. Je passe à mon 3e point.
Alors, génétique classique, je serai un petit peu long sur ce sujet, vous m'en excuserez, mais on m'a demandé de faire une intervention historique. Génétique classique. Alors, ce qu'on appelle la génétique classique, et qui a régné sans partage de 1915 à peu près 1920, disons, à 1950, a résulté précisément d'une fusion entre la génétique mendélienne, hein, où on a simplement des facteurs qu'on ne connaît que par les résultats de croisement. Hein. Donc, ce sont des facteurs hypothétiques, on n'a aucune idée de ce que ça signifie matériellement. Est-ce que c'est des processus physiologiques récurrents? Est-ce que c'est des molécules? Est-ce que c'est des assemblages de molécules? Est-ce que c'est des petits organites vivants, donc infracellulaires, comme le pensait par exemple, l'a pensé jusqu'à la fin de sa vie William Bateson? On n'en sait rien, c'est des unités de calcul, comme disait Johansson. Donc fusion de cette génétique mendélienne avec la théorie chromosomique de l'hérédité, qui est tout le contraire, qui nous dit l'hérédité, eh ben, elle réside dans les chromosomes. Voilà. Alors les chromosomes étaient très très bien connus depuis les années 70, en fait la notion remonte un petit peu avant, aux années 1860. Je mentionnerai simplement les merveilleuses observations microscopiques de Strasburger et de Fleming, les Allemands ont joué un très grand rôle là-dedans, sur la mitose cellulaire. Et les travaux ultérieurs de Van Beneden, de Boveri, de Wilson sur la méiose. Je les illustre simplement par une image pour comprendre ce que les gens avaient en tête. Nous sommes en 1882. Hein, c'est un parmi la centaine de dessins produits par le biologiste allemand, le microscopiste, si j'ose dire, Fleming, dans le livre dont j'indique ici le titre. Vous voyez que ça n'a rien à envier à des illustrations contemporaines. Et Fleming pense que les chromosomes, oui, c'est la base de l'hérédité. Voilà. Bon. Alors, comment le rapprochement s'est-il fait? Ben, d'abord par un jeune thésard américain, Sutton, en 1902, qui s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire, quand on regarde ces dessins, ça serait très facilement... Alors, il faudrait plutôt que je vous présente des dessins de la méiose, mais c'est tellement compliqué que j'ai renoncé à le faire. Mais quand on regarde des représentations graphiques de la méiose, et en tout cas l'explication verbale qu'on peut en donner, ben, ça expliquerait parfaitement bien la première loi de Mendel et sans doute aussi la seconde. Voilà. Bon. Alors, cependant, pendant 10 ans au moins, la théorie chromosomique de l'hérédité a été considérée comme une erreur par l'immense majorité des généticiens, en particulier par Bateson. Tandis que le principal promoteur de la théorie chromosomique, Thomas Hunt Morgan, c'est l'homme de la drosophile, eh bien, lui était totalement opposé à la génétique mendélienne. Voilà. Et c'est lui qui va justement jouer un rôle capital par ses travaux sur la drosophile avec quelques collaborateurs dont je donnerai le nom plus tard, dans des travaux qui ont été publiés en 1915, peut-être avec Mendel, avec Bateson, peut-être l'un des 4 ou 5 livres les plus importants de toute l'histoire de la génétique, puisque ce sont des livres qui ont laissé des traces chez des gens qui ont pu imiter une méthodologie. Alors, voici une illustration du livre de Morgan, Sturtevant, Muller et Bridges. Il y a quand même 2 prix Nobel dedans. Vous remarquez la fusion de la méthodologie mendélienne. À gauche, les croisements avec des caractères observables. À droite, des constitutions chromosomiques. Hein, alors là, il s'agit d'expliquer la transmission de caractères liés au sexe. Dans ce cas, la représentation est particulièrement simple, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre pour des cas plus compliqués. Alors, quels sont les principaux bénéfices de la fusion entre la génétique mendélienne et la théorie chromosomique de l'hérédité? Je vais m'étendre un peu sur ce point parce que ce qui s'est passé dans cette période de 1915 et les années suivantes, c'est qu'au fond, la génétique est devenue une science plus matérielle. On n'a pas eu la moindre idée jusqu'au milieu des années 40 de ce que pouvait être le gène en tant que structure moléculaire. On ne savait même pas d'ailleurs si c'était une structure moléculaire, mais au moins c'était une partie d'un chromosome. C'était quelque chose qui était localisé sur une structure morphologique observable. Alors comme je l'ai dit, si un gène est une partie d'un chromosome, on comprend immédiatement pourquoi chaque cellule contient 2 exemplaires du même gène. C'est là d'ailleurs qu'est née la notion de
locus, qui n'est pas une notion de génétique mendélienne. Le locus, c'est un emplacement sur un chromosome. Voilà. La théorie chromosomique a donné un mécanisme clair pour exprimer la première loi de Mendel. Elle permet d'expliquer par un enchaînement d'une division équationnelle suivie d'une division réductionnelle, c'est-à-dire au fond que d'une cellule diploïde, on va passer à 4 cellules haploïdes. On comprend pourquoi on parle d'une cellule dans laquelle il y a 2 exemplaires du caractère, identiques ou non, peu importe, et puis à la fin, il n'y en a qu'un. Voilà, c'est l'explication. Les philosophes en ont beaucoup parlé, je crois qu'ils ont souvent dit des bêtises là-dessus, ou moins certains de mes collègues. Je souscris tout à fait à celle de mon collègue Philippe Kitscher, qui a vraiment enfoncé le clou. Il a dit, au fond, il n'y a pas d'explication moléculaire de la première loi de Mendel ou de la seconde loi de Mendel, ou alors par des détours que personne ne fait. L'explication, elle se situe à un niveau d'observation intermédiaire qui est le niveau de la cytogénétique et des phénomènes morphologiques qu'on observe à ce niveau-là. Bon. Alors, la théorie chromosomique, ce qui est remarquable, c'est que non seulement elle explique la première loi de Mendel, mais elle explique aussi très bien un grand nombre de cas d'anomalies à la deuxième loi de Mendel, c'est-à-dire la loi de réassortiment des chromosomes. Comme les caractères sont sur des chromosomes différents, et comme parfois ils subissent des crossing over, eh ben on comprend tout d'un coup pourquoi il y a tant d'anomalies dans certains cas de croisement où on considère 2 caractères à la fois. Je continue sur les bénéfices de cette fusion. Non, ça ne va pas. J'en ai déjà parlé. La notion de crossing over, qui est aussi due à Morgan et à ses collaborateurs, c'est l'idée que les chromosomes forment des chiasmes, phénomènes morphologiques, et qu'ils échangent des segments. Voici une représentation une illustration du livre de 1915 où on voit très bien l'idée. On a 2 chromosomes, noir-blanc, et puis ils échangent chacun leurs brins inférieurs et supérieurs à l'endroit du chiasma. Le chiasma, c'est la croix, c'est l'endroit où ça se croise. Hein, voilà. Bon, la dernière chose qui explique très bien aussi la théorie chromosomique et qui est totalement incompréhensible d'un point de vue mendélien, c'est l'hérédité du sexe et l'hérédité liée au sexe. On pourrait ajouter énormément de choses. Néanmoins, pour en conclure sur cette fusion, disons que d'abord la fusion entre les 2 théories a conféré une tonalité plus matérielle à la génétique. Ils étaient au moins situés quelque part, ces chromosomes. Voilà. On pouvait calculer des distances génétiques. Donc on a mesuré ça en centimorgan, par hommage à Morgan. Je ne détaille pas cette technique, je suppose que vous la connaissez. Ces distances pouvaient être corrélées à des observations microscopiques. Sur les chromosomes polytènes, c'est des mouches, hein, c'est-à-dire des chromosomes qui sont à une certaine étape du développement dans les glandes salivaires, qui sont un très grand nombre d'exemplaires, 24 je crois, ce qui fait leurs irrégularités deviennent observables. Alors voici par exemple une image de Calvin Bridges, c'était un jeune étudiant de Morgan, qui est devenu ensuite un très célèbre cytogénéticien. Il y a des dizaines de figures de ce genre publiées par Bridges, où on voit l'alignement d'une carte génétique en haut. Alors, ce n'est pas très visible, mais ce que vous avez en haut, c'est des noms de c'est des sites, en fait, c'est des noms de mutants. Bon. Et puis, à la ligne en dessous de la ligne droite, vous avez les chromosomes polytènes, et puis en bas, vous avez des grossissements. Et ce que fait Bridges, c'est mettre en relation des mutants avec des anomalies chromosomiques. Hein, là, on ne peut pas ne pas éviter le mot de fusion entre les deux théories. Alors, la théorie chromosomique a aussi donné un sens clair à la notion de mutation qui existait depuis des siècles et qui avait 36 sens. On peut, à partir de Müller, c'est l'autre prix Nobel, c'est celui qui a irradié des millions de mouches drosophiles en produisant artificiellement des mutations.
Une mutation, par définition, c'est devenu une altération locale d'un chromosome correspondant à un gène. Et puis, un effet sur lequel je voudrais insister, pour en terminer avec la génétique classique, un effet conceptuel très important de la fusion est celui-ci. Donc disons que dans les années 1930, la chose est admise, la théorie chromosomique est partie intégrante de la génétique, on connaît à peu près, par exemple, 200 mutants de la génétique, avant d'en connaître peu de temps après quelques milliers. Et dans cette période, ce qu'on constate, là c'est une considération théorique, c'est que 3 concepts opératoires du gène coexistent. Je suis sûr que les généticiens présents dans cette salle ne manqueront pas de reconnaître des choses qu'ils connaissent bien ici, parce que ça peut faire penser, par exemple, à la thèse de François Jacob, dans laquelle il commence justement par cet épisode historique. Au fond, dans la période 1930-1940, qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est une unité de fonction. Alors ça, c'est la notion originelle, c'est-à-dire il y a quelque chose, on ne sait pas trop quoi, mais qui est transmise de manière discrète, et dont la substitution produit éventuellement un effet phénotypique observable. Bon, donc unité de fonction. Deuxième notion, c'est l'unité de recombinaison. Les gènes se recombinent, recombinaison soit entre, j'aurais dû mettre interchromosomique, excusez-moi ici, soit encore intrachromosomique, c'est-à-dire par crossing over. Et puis enfin, le gène, c'est l'unité de mutation. Et ce qu'il y a de miraculeux dans cette période dorée, mais peut-être un peu naïve de l'histoire de la génétique, c'est que jusqu'à la découverte de la structure de l'ADN, ces 3 notions coïncidaient harmonieusement. Il y a bien pu y avoir quelques généticiens pour dire que ça ne marche pas absolument toujours, mais en fait, ça marchait. Bon. Avant d'en venir à la dissolution de ce cadre de pensée, je dis quelques mots de l'institutionnalisation. J'ai dit que je m'intéressais qu'aux aspects théoriques, néanmoins, je veux mentionner quelques aspects institutionnels. Bon, l'institutionnalisation, qu'est-ce que ça a été? Ça a été des créations de chaires, j'en donne quelques-unes, les premières, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, création de périodiques spécialisés, un très grand nombre à partir des années 30, je cite les 2 premiers, Journal of Genetics et Hereditas, publication de manuels et traités exclusivement consacrés à la génétique. J'en ai relevé un très grand nombre, 18 entre 1900 et 1918 en anglais, beaucoup plus si on va jusqu'à 1928. J'en ai relevé 7 en allemand et aucun en langue française. Les enjeux économiques sont considérables. J'aurais pu choisir, si j'étais un historien plus social de la science, de présenter toute l'histoire de la génétique sous l'angle de l'horticulture, de l'amélioration des plantes, de la zootechnie, de l'investissement des brasseries, par exemple Carlsberg, dans la génétique. Ça a été le sous-basement économique de la génétique, il faut bien le dire. Ce serait l'objet d'une toute autre histoire. Ça a commencé dès le milieu du XIXe siècle et ça continue aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas l'aspect dont je parlerai aujourd'hui. Bon. Enfin, je voudrais indiquer que cette génétique, elle a été à partir du milieu des années 30 divisée en 3 disciplines, génétique formelle, génétique des populations, génétique physiologique. Je passe à la génétique moléculaire et je serai plus bref là-dessus car mon temps est limité. Alors, quelques grandes étapes. Connexion entre génétique et biochimie métabolique. Elle est faite par Biddle et Tatum en 1941. Ces deux savants donnent la première preuve du contrôle d'une réaction biochimique, je passe sur le détail, par un gène spécifique. D'où la formule qu'ils n'ont pas eue à l'époque, mais qui leur a été attribuée ensuite, one gene, one enzyme, que je traduis en français, selon les vœux de l'Académie française, par un gène, une enzyme. C'est bien qu'on dit autrement chez les biologistes, mais enfin, bon, l'Académie française a quand même une certaine prééminence ici. Bon. Dans les années 40, donc deuxième étape majeure. Alors, je le rappelle, dans les années 40, on ne sait pas, et tout le monde le dit, quelle est la nature moléculaire du gène. D'ailleurs, est-ce que c'est même une nature moléculaire? Ce n'est pas clair, ça peut être un phénomène physiologique récurrent, on n'en sait rien.
Alors la conception la plus répandue jusqu'à la fin des années 1950, c'est que les gènes sont des protéines. Pourquoi? L'ADN, c'est pas qu'on n'y ait pas pensé, mais c'est une molécule monotone. On ne voit pas comment on pourrait en faire la base de l'hérédité, des caractères si complexes de tous les êtres vivants. Donc c'était plutôt des protéines, voilà. Et je mentionne aussi, dans le même esprit, la proposition théorique du physicien Erwin Schrödinger, What is Life, qui a joué un rôle immense, un stimulant absolument extraordinaire, alors que ce n'était pas un spécialiste de biologie. Il propose que le gène soit un cristal apériodique doté de propriétés exceptionnelles, puisque, dit-il, il est à la fois hétérocatalytique, il catalyse une réaction métabolique, par exemple donc faire une protéine, et autocatalytique, un gène catalyse sa propre réplication. Alors je sais que je vais faire sauter un certain nombre de collègues que j'estime beaucoup dans cette salle, donc je ne tourne pas ma tête, je ne dis rien du tout, mais je pense que ces deux propositions, surtout la première, sont rigoureusement erronées. Voilà. Bon, pensez bien à ce que c'est qu'un catalyseur, ça ne marche pas, c'est pas ça la génétique, les mécanismes décrits par la génétique moléculaire, c'est pas du tout ça. Mais ça jouait le rôle d'incitation, quoi. Ça a beaucoup fait réfléchir les gens, et d'innombrables biologistes y sont référés, y ont trouvé une source d'inspiration positive. Expérience remarquable de Avery, MacLeod et McCarthy, donc 3 médecins, en 1944, donc ça c'est le caillou dans la soupe, montrant qu'un extrait purifié d'ADN de pneumocoque mort, si on le met dans le milieu d'une souche non virulente de pneumocoque, peut le transformer en une souche virulente. Donc ça suggérait très fortement qu'une molécule portait des propriétés supposées spécifiques de la souche virulente. Watson et Crick, 1953, évidemment. Certains ont dit c'est la plus grande découverte de toute l'histoire de la biologie. Je ne sais pas, Mendel ou cela, non, c'est vraiment très important. On a dit c'est la découverte du premier secret de la vie, c'est une formule un peu emphatique, mais enfin bon, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors voici le très court article de 1953 où les deux jeunes savants, Watson et Crick, l'un un peu plus de 30 ans, l'autre 25 ans à peu près, donc ont publié leur hypothèse théorique sur la structure de l'ADN. Je voudrais vous faire remarquer deux choses. Ce que vous avez à gauche, qui est un diagramme, hein, c'est un diagramme. Un diagramme, c'est toujours une représentation de quelque chose de théorique. Hein. Et ce qui est à droite, c'est une citation que je vais vous donner le plaisir de lire en l'agrandissant un petit peu. Il ne nous a pas échappé. C'est la seule échappée vers la fin du texte. On se dit, tiens, ça touche à la génétique, ça. Évidemment, c'est la phrase capitale. Il ne nous a pas échappé que l'appariement que nous avons postulé, l'appariement des bases d'ADN, sur donc, deux côtés des barres de l'échelle, suggère immédiatement un mécanisme possible de copie pour le matériel génétique. Donc ça, c'est vraiment absolument capital. À partir de 1953, il manque encore de preuves empiriques, mais la génétique, elle trouve son fondement matériel dans l'étude de l'ADN. Et dernière chose que je voudrais mentionner, il faudrait un livre pour le décrire ou plusieurs. Quelle découverte capitale de l'âge d'or de la biologie moléculaire. J'en cite deux, le code génétique et le premier modèle de régulation de l'expression des gènes de Jacob, Monod et Lvov. La question que je voudrais poser maintenant, c'est nous avons aujourd'hui un concept, un colloque sur la génétique, il y a d'éminents généticiens dans la salle, mais lorsqu'on parle de génétique, on ne peut pas ne parler de gènes, c'est le concept central. Est-ce qu'on parle bien de la même chose en génétique moléculaire et en génétique classique? Bon. Alors, un événement théorique exceptionnel auquel j'accorde une très 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 grande importance, comme beaucoup de généticiens, c'est les expériences de Seymour Benzer sur le bactériophage T4. C'est un virus qui parasite Escherichia coli. Benzer avait collecté, c'est un travail d'une minutie effarante, 2400 mutations du système RLL et fait plusieurs dizaines de milliers de croisements entre des souches qu'il entretenait. Il a initié ses expériences après 1953, c'est-à-dire connaissant les travaux de Watson et Crick, et bien évidemment, c'est l'événement qui est dans sa tête.
Alors voici quelque chose que j'ai renoncé à publier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences parce que ça tenait trop de place, c'était trop compliqué à expliquer, etc. Néanmoins, je veux vous le montrer ici. Bon, qu'est-ce qu'il s'agit de voir? C'est que, ce que Benzer a voulu montrer, c'est que la recombinaison ne se produit pas simplement entre des gènes, mais aussi dans des gènes. Et que quand on se donne les moyens de découvrir cela, eh bien, on peut faire une cartographie extrêmement minutieuse d'un gène. Alors, le gène, chez lui, ça devient le cistron pour des raisons méthodologiques que je ne commenterai pas beaucoup ici. C'est fondé sur le cauchemar des jeunes étudiants en génétique. Au bout de quelques semaines, ils se prennent un 0 parce qu'ils n'ont pas compris ça. C'est le test Cistron. Je ne vais donc pas vous l'expliquer aujourd'hui, surtout que je ne suis pas un professionnel. Hein. Bon, voilà. Donc vous avez ici une carte génétique de ce fameux bactériophage, ce virus. Il représente partiellement 2 gènes qu'il appelle des cistrons, et c'est déduit d'expériences de recombinaison entre des souches, la plupart du temps intragéniques. Vous remarquerez qu'ici, il n'est pas question d'ADN. Par exemple, C33, c'est une mutation ponctuelle. La méthode est exclusivement génétique. Néanmoins, Benzer avait des arguments pour dire qu'il descendait au niveau de ce que les biochimistes appelaient les nucléotides. Bon. Alors, c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on a fait une cartographie fine de l'intérieur d'un gène, mais sans parler d'ADN. Les conclusions théoriques de Benzer, c'est d'abord qu'il faut renoncer au concept classique de gène et distinguer unité de mutation, c'est le nucléotide, l'unité de recombinaison, c'est 2 nucléotides, et l'unité de fonction, qui est le vrai gène, et qu'il a proposé d'appeler cistron, dont je pense, mais enfin je suis un philosophe, hein, mais je pense que c'est toujours aujourd'hui la définition génétique du gène, pas la définition moléculaire, bien sûr. Point suivant. Donc, comment est-on passé du concept classique de gène au concept moléculaire? Ce concept moléculaire du gène, c'est une quête sans fin, probablement sans issue. Je crois qu'aujourd'hui, bien hardi serait le généticien moléculaire qui pourrait nous dire ce que c'est de manière objective, indiscutable, qu'un gène d'un point de vue moléculaire. On peut faire des définitions par arrêté, hein, comme un arrêté préfectoral. Pour les besoins du séquençage du génome humain, on va dire par définition, un gène c'est ceci et cela, et puis on en trouve 21 233, et le lendemain 21 244, etc. Mais c'est une définition qui est très utile, bien sûr, d'un point de vue opératoire, mais qui est certainement arbitraire, d'un point de vue théorique. Alors, l'idée de base du concept moléculaire de gène, c'est qu'un gène, c'est une séquence d'ADN. Bon, oui, évidemment, mais pas n'importe laquelle, donc on dira en général, qui code la séquence des acides aminés d'une protéine. Alors le problème qui a été perçu dès les années 60, j'en avais parlé lors de la célébration Mendel des années de 2000 avec François Jacob, je lui ai dit, mais vous n'étiez pas conscient de ce problème-là parce que dans vos travaux, on voit que tous ces problèmes-là sont là. Pourquoi vous n'en parliez pas? Alors François Jacob, au cours d'un dîner très courtois, m'a dit, mais bien sûr qu'on en était conscient, mais il ne fallait pas en parler parce qu'il fallait avancer. Bon. Alors, donc les problèmes, c'est quoi? C'est par exemple que si cette séquence, est-ce que c'est une séquence codante d'un gène de structure, d'un gène impliqué dans la régulation de l'expression génique? Est-ce que c'est une séquence? Est-ce que ça peut pas être une séquence promoteur aussi? Puis tout ça se chevauche plus ou moins. Et puis qu'en est-il des séquences qui codent les unités ribosomales et les ARN de transfert, etc., etc. Donc au fond, à la limite, on pourrait dire, une bonne définition, ce serait une définition disjonctive, un gène c'est ceci, ou ceci, ou ceci, ou cela. Là, ça nous mène à la fin, au début des années 70. En fait, les choses se sont beaucoup compliquées à partir des années 1970, 1977, dit-on précisément, le génie génétique. Impressionnante série de découvertes qui ont achevé de dissoudre le concept de gène. Les gènes morcelés. Un gène, il a des introns, des exons. Les exons, c'est des séquences qui s'expriment. Je représente les choses ici. L'épissage alternatif, à savoir que non seulement les gènes sont morcelés chez les eucaryotes, souvent, enfin un bon nombre d'entre eux, mais la même séquence peut donner plusieurs ARN mûrs et donc plusieurs protéines. Là, c'est un ébranlement sérieux de la doctrine, un gène, une enzyme.
Les gènes assemblés, bon, nous en avons l'essentiel, c'est ceux qui nous permettent de faire des anticorps, hein, des immunoglobulines. Nous pouvons faire plusieurs millions de milliards de combinaisons possibles de gènes somatiques à partir de gènes germinaux. Inversion du cadre de lecture de l'ADN, etc., etc. Le résumé de tout cela, je pense qu'on a listé aujourd'hui près d'une centaine de processus semblables qui conduisent à dire que les processus moléculaires connus rendent obsolète le dogme, un gène, une enzyme. Il n'y a pas, je me permets de le dire parce que je suis philosophe et que mon rôle c'est d'essayer de trouver la cohérence des concepts, il n'y a pas aujourd'hui de définition strictement moléculaire du gène acceptable. Bon. Il y a d'autres défis, je terminerai là-dessus. Je pense que les conférenciers nous parleront beaucoup d'un certain nombre de ces choses. Nous savons aujourd'hui que notre génome n'est pas, que la plus grande partie de notre génome n'est pas traduit en protéines, mais que 70% est transcrit en ARN M, messager. Bon. Il existerait, dit-on, 70 000 séquences promoteurs, 400 000 enhancers, c'est-à-dire des sites régulateurs à distance. Donc l'image selon laquelle, au fond, notre génome utile se limiterait à 20 000 gènes codants est une simplification abusive. Il y a beaucoup plus d'unités fonctionnelles. L'épigénétique, évidemment, j'y fais simplement allusion. Beaucoup de communications, je crois, en parleront davantage. Certains disent aujourd'hui, j'ai questionné beaucoup de généticiens à cet égard, ils me disent, après tout, on pourrait très bien dire que une séquence d'ADN qu'on appelle un gène et qui est modifiée par exemple par des méthylations, si c'est stable, pourquoi pas appeler ça des gènes? Alors on dira un épigène, etc. Ça se conformera aux lois de Mendel si c'est vraiment stable, ce qui peut être quand même une question ouverte. Conclusion. Alors, certains disent que la génétique a été remplacée par les concepts et les méthodes de la biologie moléculaire. Le mot remplacer est un mot qui est pour moi une très forte charge. Donc, moi, dont le métier a été toute ma vie d'enseigner les bases de la philosophie des sciences. Vous savez que Thomas Kuhn, l'auteur de La structure des révolutions scientifiques, a dit que les théories n'évoluent pas graduellement les unes dans les autres, elles se remplacent les unes par les autres, par des changements brutaux de paradigme, qui sont comme des changements de Gestalt. Alors, je pense que, je ne dis pas que c'est inintéressant, Thomas Kuhn est une source d'inspiration extraordinaire pour, je dirais tout spécialement pour un historien des sciences, plus que pour un philosophe des sciences. Néanmoins, ça ne s'applique pas à la génétique. On ne peut pas dire que la génétique classique a été remplacée par les concepts et les méthodes de la biologie moléculaire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Simplement parce que cette génétique classique, elle demeure d'usage courant dans beaucoup de domaines, à certains niveaux d'analyse. Comment voudriez-vous faire de la génétique des populations, de l'évolution sans un concept de gène? Je ne parle pas de la génétique médicale, l'agronomie aussi en ont besoin. Bon. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'objet premier de la génétique, on a tendance à l'oublier, c'est l'hérédité. C'est ce qui est transmis de manière à peu près stable d'une génération à l'autre. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la biologie moléculaire, ou du moins ça ne l'est pas directement. Donc dans tous les domaines où la transmission héréditaire compte, ce n'est pas forcément très à la mode, mais je pense que c'est quand même important, la génétique demeure d'actualité. Avant de vous remercier, voici une photo des jardins qui se trouvent auprès du monastère de Brünn où enseignait Mendel. J'y suis allé, alors ce n'est pas ma photo, mais c'est ce que j'ai vu. Alors chaque année, c'est des plantes décoratives un peu différentes. On a des raisons de penser, mais ce n'est pas sûr que ça a été exactement ça, ça peut avoir changé, que les expériences de Mendel, elles ont été menées sur la surface que vous voyez ici. Alors ce n'était pas si difficile parce que toute la surface du jardin, enfin une espèce de fer à cheval, et puis autour il y a des pelouses aujourd'hui, autrefois, c'était des jardins dans lesquels on cultivait les plantes qui servaient tout simplement à faire les repas du monastère. Mais ça servait aussi éventuellement à des besoins scientifiques et Mendel avait obtenu de pouvoir faire des expériences dans un petit rectangle. Alors je vous le présente parce que je vous ai dit, pour moi c'est peut-être la plus grande découverte de toute l'histoire de la génétique. Ça montre que ces expériences qui n'ont demandé que d'observer des petits pois, de
trafiquer un petit peu leur fécondation, parce que c'est principalement un système qui fonctionne par autofécondation, ça montre qu'avec un matériel très restreint, une recherche solitaire peut produire des résultats exceptionnels. Je ne suis pas sûr que la science d'aujourd'hui s'y prête, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, de très peu, vous êtes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup pour cette introduction remarquable à notre colloque. Et peut-être on va donner la parole pour quelques minutes à l'audience. Est-ce que des gens veulent intervenir, poser des questions ? Oui. Ah, ici, oui. Oui. Vous avez dit que Mendel avait été institutionnalisé en 1906, enfin 40 ans après sa découverte à peu près. J'ai lu que son premier papier, peut-être n'est-ce pas vrai, mais avait été cité 3 fois en 35 ans. Et ce papier est de 1866. Est-ce que, de son vivant, il a eu une notoriété, l'importance de sa découverte a été reconnue? Bon, alors, vous pouvez imaginer, c'est un tel sujet pour des historiens des sciences que on m'a demandé de vous faire dos lorsque je réponds aux questions. Donc, excusez-moi. Bon. Donc, excusez-moi de vous contredire, mais il a été cité 14 fois entre 1866 et 1900. Bon. Mais, donc on ne peut pas dire que c'était inconnu. Les gens qui s'intéressaient à l'hybridation l'ont connu, et puis quand on arrive vers le milieu des années 90, où manifestement ça commence à rejoindre un peu le thème de l'hérédité, on sent qu'il est cité de plus en plus, mais très très peu dans les 30 premières années. En fait, il a été presque complètement inconnu de son temps, ou au moins dans un milieu international, et même localement, on n'a certainement pas reconnu que c'était un grand savant. Il n'avait pas soutenu sa thèse, qu'il n'a jamais réussi à soutenir avec le biologiste autrichien Nageli. Et il avait choisi comme sujet, ce Nageli, quand même aussi un grand biologiste, mais lui avait donné un sujet tordu. Il lui avait dit, mais écoutez, il y a un cas où ça ne marche pas, hein, c'est avec les épervières, vous devriez essayer de trouver. Alors justement, là, il y a des anomalies chromosomiques qui font que les lois de Mendel ne s'appliquent pas du tout. Et donc, Mendel était à la recherche soit d'une loi plus générale, soit d'une loi alternative, dont il pensait assez profondément d'ailleurs que c'était la vérité. Alors, oui, non, c'est vrai, il est demeuré inconnu, mais lorsque, au fond, ce sujet est devenu très important pour des gens comme De Vries ou Correns, alors ceux-là ont su trouver le document et l'exploiter, et pour le premier, sans le citer. Merci beaucoup. Il y avait André Santac, je crois. Oui, juste, vous avez cité la phrase de conclusion du papier de Watson et Crick. Il ne nous a pas échappé que l'appariement suggère un mécanisme de copie de l'information génétique. Je me demandais si Watson et Crick pensaient simplement à la réplication ou ont-ils pensé aussi à la transcription des gènes en ARN? Non, il ne pensait qu'à la réplication parce que la notion de transcription en ARN messager, la notion même d'ARN messager, c'est une notion qui a été introduite par Monod et Jacob. Donc il ne pouvait pas penser à cela. Très bien. Tiens, une dernière question, oui. Oui. Comme certains d'entre vous, j'ai été à Brno. J'ai été à Brno il y a quelque temps. Et c'est intéressant quand on discute avec les gens qui s'occupent du musée de Mendel à Brno. On apprend qu'en fin de compte, toutes ces œuvres ont été brûlées par ceux qui ont succédé à la direction des monastères. Et les seules œuvres qu'on a, c'est ceux qu'il faisait comme conférence quand il était invité à Vienne. Et le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi a-t-il été dans un monastère ?
Et en fin de compte, la raison, c'est que c'était le seul endroit où il y avait des bibliothèques. Et évidemment, pour pouvoir travailler, il faut des livres. Je trouvais que c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous encourage à aller à Brno. Il y a un Français qui s'occupe de ce musée, un francophone, et on découvre énormément de choses sur sa vie, parce que c'était un fils de paysan. Il avait subi les graves problèmes des épidémies des arbres, et il voulait aider un peu son milieu rural. Alors, pourquoi est-ce qu'il est allé dans un monastère? Il y a une personne dans la salle d'ailleurs qui connaît très très bien la biographie initiale, la biographie de Mendel. Je vous renvoie à elle. J'oublie son nom, madame. Voilà. Bon, et qui écrit des choses très intéressantes là-dessus. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc je vous rapporte ce que j'ai lu, et j'en ai lu pas mal pour les enseignements de mes étudiants, donnés à mes étudiants. Excusez-moi de toujours vous faire d'eau. Mais alors pourquoi est-il allé dans un monastère? Alors, il était dans un ordre dont la mission était d'enseigner à l'extérieur. Hein. Donc, ils enseignaient dans des établissements, ces moines enseignaient tous dans des établissements secondaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il est allé là? On l'a rappelé, vous l'avez dit, hein, c'était un fils de paysan pauvre, de métayer, je crois. Il était pauvre. Bon, il était assez doué, mais en quelque sorte, il s'est trouvé, au gré des circonstances, il s'est retrouvé séminariste, et puis prêtre, et puis prof. Voilà, je crois que ça, c'est la réponse principale. Il n'y avait pas du tout l'idée au départ qu'il ferait une carrière scientifique, mais on ne peut certainement pas dire que ce monastère de Brno était un lieu scientifiquement indifférent. Les relations avec l'université de Vienne étaient très étroites, et il y a eu beaucoup de personnalités, en particulier en biologie dans ce monastère, qui étaient de bons savants, peut-être pas la pointe de la recherche, mais qui connaissaient la meilleure recherche de leur époque. Donc, c'est pas tout à fait tombé du ciel, quand même, qu'il fasse la découverte qu'il a faite. Il n'était pas, chez les trappistes à faire du chant grégorien, et puis non, il était dans un endroit de science, un endroit où on enseignait la science. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être encore une question, là, très rapidement, s'il te plaît. Enfin, j'ai lu que Mendel avait commencé ses travaux avec des souris. Oui. Ce qui aurait été beaucoup plus facile, au fond, parce que ça se reproduit plus vite, il y a beaucoup plus de mutations. Et on dit aussi que ça lui a été interdit par sa hiérarchie pour des raisons essentiellement idéologiques et olfactives aussi. Alors écoutez, ça, moi je prends l'information, je vous remercie beaucoup monsieur, ça je ne connaissais pas. C'est vraiment, je m'en souviendrai. Alors oui, c'est vrai que de toute façon, oui, il s'est intéressé aux souris, il s'est intéressé aux abeilles, il s'est intéressé à plein de problèmes de sciences appliquées. Il a donné des conférences à Vienne, il en a donné à Paris aussi quand même. Hein, donc c'était un petit, si vous voulez, dans le monde de la science, mais il n'était pas isolé au sens de consommateur-producteur. Mais pour les souris, merci qu'on lui interdisait pour l'érosion religieuse de croiser, ça, écoutez, je ne savais pas, je vous remercie. Et je crois qu'il faut arrêter là. Parce que merci beaucoup de votre conférence.